des scotons, ou bien des céphalées, des céphalées, ou bien d'une perte donc de la vision, ou bien une atteinte hématologique, notamment une thrombopénie, une CIVD associée à une trouble donc de l'hémostase, notamment donc un TP bas, et également un taux de plaquettes qui est très bas. Sur le plan épidémiologique, c'est une atteinte donc de la fonction viscérale associée qui fait le pronostic de la prééclampsie. C'est le tiers donc, des hospitalisations de réanimation, et la mortalité de cette prééclampsie est notamment liée aux complications viscérales associées, soit il s'agit donc d'une coagulopathie intravasculaire disséminée, un hématome sous-capillaire du foie, un HEP syndrome, et ou une atteinte donc neurologique, notamment un AVC ischémico-hémorragique qui est de beau pronostic par rapport à l'AVC ischémique. Également, la mortalité peut être liée à une intubation difficile et l'inhalation au cours de l'anesthésie générale. C'est la raison pour laquelle il est préférable de réaliser une anesthésie loco-régionale beaucoup plus prometteuse par rapport à l'anesthésie générale, sauf bien sûr en cas d'urgence majeure. Quels sont les problèmes qui sont posés par la prééclamptique? La première des choses, c'est l'hypovolémie relative. Le deuxième problème, c'est l'intubation difficile chez la femme enceinte, et a fortiori qu'il s'agit d'une femme qui a une hypertension artérielle gravidique. Le risque d'inhalation est toujours à craindre au cours d'une anesthésie générale. Et bien sûr, le fait qu'il y a un œdème aussi bien laryngé qu'une infiltration donc des muqueuses et des parties molles, qui rend un petit peu l'abord difficile. Également, l'accès donc aux voies aériennes supérieures est difficile. Parmi les messages à retenir, c'est qu'il y a un risque d'accro hypertensif au cours de l'anesthésie générale et par conséquent, et le risque donc d'accident vasculaire cérébral, d'autant plus qu'il y a un problème d'autorégulation au niveau de la région occipitale. Et également, un autre élément à reconnaître au cours de l'anesthésie générale, il est souhaitable, donc, avant d'extuber la patiente, on réalise ce qu'on appelle le leg test, c'est-à-dire on dégonfle le ballonnet et on ferme la sonde et on voit est-ce qu'il y a une fuite autour de la sonde. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'œdème laryngé. Dans le cas contraire, il faut faire attention parce qu'il y a un risque donc de problème d'œdème laryngé en post-opératoire. Pour traiter donc ces problèmes, donc, on recommande un remplissage vasculaire moins de 500 ml, parce que vous savez que après l'accouchement, il y a le passage du liquide qui est extravasé vers le secteur vasculaire, donc il y a un risque donc d'un œdème aigu du poumon dans les premiers 48-72 heures. C'est la raison pour laquelle, quand la maladie est très infiltrée, on est obligé parfois d'administrer des diurétiques. Ce sont des malades, lorsqu'on réalise une anesthésie générale, il faut prévenir l'inhalation syndrome de naissance. C'est la raison pour laquelle il faut administrer un IPP, c'est le citrate de sodium molaire, ou bien, à défaut donc d'avoir ce médicament, c'est le tagamètre effervescent, 2 comprimés à donner une demi-heure avant la césarienne. Pour l'intubation difficile, il faut avoir tous les éléments nécessaires, et particulièrement le tube d'Eschmann, qui doit être de pratique courante au cours donc, de la prise en charge d'une anesthésie pour césarienne, sinon une vidéolaryngoscopie. La préoxygénation est un élément fondamental au cours de l'anesthésie générale parce que la femme enceinte, il a une dette en oxygène, et c'est en raison pour laquelle au moins 4 capacités vitales qui permettraient de garder des réserves en oxygène au cours d'une intubation difficile. Et bien sûr, quand on réalise une anesthésie générale pour césarienne, c'est une induction à séquence rapide associée à des morphiniques, éventuellement des antihypertenseurs. Il faut toujours privilégier l'anesthésie loco-régionale, rachi-anesthésie par rapport à l'anesthésie générale. Qu'en est-il le bilan à demander devant une prééclampsie? En général, pour réaliser une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale, il est préférable d'avoir un bilan moins de 4 heures. Pour une péridurale, il faut avoir un taux de plaquettes supérieur à 75 000 et pour une rachi-anesthésie, c'est supérieur à 50 000. Il faut avoir un bilan, notamment la crasse sanguine, le groupe Rhesus, RAI, la numération formée sanguine, surtout le taux de plaquettes, un TPTCA et un bilan hépatique et l'uricémie parce que c'est un facteur pronostic aussi bien maternel que fœtal. Quelle est la technique donc à choisir? Il faut toujours privilégier l'anesthésie loco-régionale, quelles que soient les conditions, sauf bien sûr en cas de force majeure, en cas d'anesthésie générale, pour césarienne, pour souffrance fœtale aiguë. L'idéal, c'est d'avoir une péridurale qui est déjà entamée. Ça permettrait donc d'assurer la conversion pour réaliser une anesthésie donc pour césarienne. C'est une anesthésie générale à séquence rapide, associée de morphinique. Et bien sûr, quand on administre le morphinique, il faut prévenir le pédiatre. La rachi-anesthésie est toujours de mise. Ça permettrait donc d'éviter donc tous les problèmes liés à l'anesthésie générale, ou bien une anesthésie péridurale qui sera convertie. L'hypotension est très peu marquée chez les femmes prééclamptiques.
On a besoin donc d'administrer des vasoconstricteurs, notamment l'éphédrine, associés idéalement à la newstegmine. Et il faut savoir que l'éphédrine, elle est responsable d'acidose fœtale chez le nouveau-né. En post-opératoire, il faut limiter les apports, il faut maintenir le traitement antihypertenseur. Le sulfate de magnésium ne se conçoit que si en présence d'une préclampsie sévère ou une éclampsie. Il faut donner des antalgiques, bien sûr, contre l'anesthésie générale. Les anticoagulants, il faut les administrer à condition qu'il y ait un bilan de quoi qui est correct, sans oublier les antalgiques. Les diurétiques ne sont indiqués que lorsque réellement il y a une prééclampsie sévère avec une infiltration avec des œdèmes très importants et un terrain d'éclampsie parce qu'il y a le risque d'œdème aigu du poumon en post-opératoire. Je vous remercie infiniment. Merci, Paul Salmi, pour votre présentation. C'est vrai que le problème de prééclamptique, de façon, surtout les formes compliquées, formes graves, sont très fréquentes dans les pays sous-médicalisés, sous-développés. Alors, une question qui arrive, il vous dit, que pensez-vous du fait d'amener une patiente qui convulse directement au bloc opératoire? Donc, j'imagine que ce patient qui convulse en rapport avec une prééclampsie, avec une éclampsie. Alors, parce que tout ce qui convulse n'est pas une éclampsie. Il y a une règle d'or. Tout ce qui brille, ce n'est pas forcément de l'or. Toute femme enceinte n'est pas forcément une éclampsie. Certes, pour retenir un terrain d'éclampsie, il faut avoir une hypertension artérielle gravidique associée à une protéinurie au-delà de 25 000 d'aménorrhée. On ne peut pas concevoir une éclampsie s'il n'y a pas ces éléments. Une hypertension artérielle gravidique associée à une protéinurie et des convulsions. Parce qu'une femme qui convulse, elle a le droit de faire un AVC ischémico-hémorragique, une méningite, un processus tumoral, une thrombophlébite cérébrale. Donc, raison pour laquelle toute femme qui convulse n'est pas forcément une dame à ramener au bloc opératoire. Pour le basique, c'est-à-dire une dame qui a une primipare qui est admise donc pour accouchement. La durée de travail a duré quelques heures, 10 à 12 heures, et la femme n'a pas dû manger le matin, il fait une hypoglycémie, il va convulser. Donc là, il faut faire attention. Une dame qui convulse, on mesure la température, la glycémie, et vérifie bien sûr qu'il n'y a pas de signe méningé. Alors, il s'agit d'une éclampsie. C'est une dame, bien sûr, qui a convulsé, il faut l'admettre. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge de la grossesse, parce que le traitement, jusqu'à présent, c'est l'évacuation utérine. Donc, on est sûr que c'est une éclampsie, une hypertension, avec bien sûr d'autres signes associés, notamment des prodromes rapportés par la famille ou la malade. C'est une éclampsie, bel et bien, il faut absolument l'admettre au bloc pour césarienne. Ceci dit, il y avait des femmes qui ont convulsé sans lendemain, et elles reprennent un état de conscience tout à fait normal, on peut se permettre d'attendre quelques jours. Mais dans la majorité des cas, une dame qui convulse, il faut l'admettre au bloc opératoire pour la césariser, pour l'évacuer. Alors je pense que la réponse doit être directe et claire. 1. Il faut arrêter les convulsions. فقط المرأة يمكن لك دير لها غاشي كاع ولكن خليها تفيق ما فاقتش vous êtes obligé de si elle n'est pas réveillée vous êtes obligé de l'intuber pour les conséquences. Alors plus les crises vont être fréquentes, moins elle aura de chances de se réveiller. Alors si elle ne se réveille pas neurologiquement ou elle a des problèmes respiratoires, vous êtes obligé de faire une anesthésie générale pour donner les bonnes chances au bébé et de continuer la réanimation de la maman. Alors il y a un des éléments qu'il faut quand même ne pas l'oublier. Une femme qui a une hypertension artérielle, ce n'est pas forcément une éclampsie, une HTAG. Parfois, il y a ce qu'on appelle la réaction cushinowide, une hypertension artérielle secondaire, un processus tumoral, un processus expansif cérébral. Merci. Une autre question qui nous vient de Nouakchott. Quelle est la place de l'anesthésie péridurale hors urgence? L'anesthésie péridurale hors urgence. Bien sûr, quand on a les conditions requises, une prééclampsie avec un bilan moins de 4 heures qui est correct, on peut se permettre de réaliser une péridurale. C'est une péridurale, c'est pour l'analgésie du travail et éventuellement qu'on peut la convertir pour une césarienne. C'est même une indication médicale. C'est une indication médicale. D'ailleurs, pour prévenir et anticiper dans la crainte d'une intubation difficile, l'idéal c'est de poser une péridurale à distance, donc de la césarienne. La péridurale, elle améliore la perfusion placentaire. La péridurale, alors, le sulfate de magnésium. Pardon. La péridurale est bien indiquée chez une femme hypertendue parce qu'elle améliore la perfusion placentaire et le bien-être fœtal.
Autre Alors, question de Jarada, il nous parle du sulfate de magnésium. Quelle est la place du sulfate de magnésium avant la césarienne, surtout en présence de prématurité? Alors, le sulfate de magnésium est un effet préventif et protecteur du cerveau du bébé. Ça a été bien démontré par l'étude Magritte-Trial qui avait montré le suivi des nouveau-nés qui sont nés sous sulfate de magnésium 2 ans après. Il a amélioré le pronostic neurologique chez ces enfants. Donc, le sulfate de magnésium, il faut l'administrer avant la césarienne. Le sulfate de magnésium, c'est vrai que c'est un produit magique en obstétrique, Oui. utilisé depuis déjà 1920 en obstétrique, produit depuis 1906 et fait partie de la pharmacopée. C'est un produit qui a beaucoup de vertus, effectivement. Maintenant, il est utilisé même au rachis pour réduire les frissons, la douleur. Oui. Et c'est un produit qu'il faut administrer. C'est le meilleur traitement. Le meilleur traitement préventif et curatif donc des convulsions. C'est pas parce qu'une femme qui est convulsée, même en prévention dans le cadre d'une prééclampsie sévère. Alors, s'il vous plaît. Alors, il faut administrer, on peut administrer les morphiniques. Une question de Bamako qui nous dit quand est-ce qu'il faut donner les morphiniques, avant le clampage ou bien avant l'intubation. Alors, ça a été bien démontré depuis l'anesthésie générale depuis longtemps pour césarienne. On ne donnait pas les morphiniques qu'après clampage du cordon, parce qu'on se disait qu'il y a un passage donc à travers donc la maman, il va entraîner une dépression respiratoire chez le bébé. Mais pour une dame qui a une prééclampsie, il faut privilégier les antihypertenseurs associés ou non à des morphiniques. Ça permettrait de éviter la réaction adrénergique qui est à l'intubation. Ceci étant, il faut prévenir le pédiatre juste avant, parce qu'il faut qu'on le prévoie une fois l'accouchement, parce qu'il y a la possibilité donc de dépression respiratoire néonatale, et dans ce cas-là, il faut l'antagoniser chez le fœtus. On ne voit pas les questions. Oui, il y a un problème d'écran. On peut. C'est vrai que pour justement les morphiniques indiqués pour éviter les à-coups hypertensifs lors de la laryngoscopie, mais aussi on peut utiliser autre chose. Il y a les alpha-bloquants, on peut utiliser le sulfate de magnésium, la lidocaïne, les vasodilatateurs. Donc tout ça peut être utilisé quand on ne dispose pas de réanimation néonatale. Sinon, quand on a la néonate à côté, il faut donner le morphinique avant le clampage du cordon chez les patients prééclamptiques. Bien sûr, chez les non-prééclamptiques, comme il faut le donner après le clampage du cordon. Alors, concernant la xylocaïne, il y a certains qui sont un petit peu réticents parce que il est décrit quand il y a une souffrance fœtale aiguë chez le bébé, quand on donne donc, la xylocaïne, ça entraîne une hypertonie utérine, donc il aggrave la souffrance fœtale. C'est bon. Quand on introduit le sulfate de magnésium, il faut le démarrer avant l'induction d'anesthésie, parce que ça permettrait d'éviter donc beaucoup de problèmes qui a un effet préventif et curatif chez la maman dans le cadre donc, des convulsions. Il faut faire attention de ne pas donner du sulfate de magnésium dans la pré-éclampsie. Il faut le donner quand il y a une éclampsie. Vous reprenez les études, le MACPAI, Trial ou l'IHBEC, McKench. Là, vous allez augmenter le taux de prématurité de façon abusive. Une fois que vous avez donné du magnésium, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez extraire le bébé. Point à la ligne. Donc, dans l'étude de MACPAI, la prématurité plus les effets secondaires du magnésium. 2, vous devez soigner 100 femmes pour éviter une crise convulsive. Alors, reprenez s'il vous plaît. Quant au morphinique et à l'anesthésie générale, il faut comprendre qu'on fait une anesthésie dangereuse pour la dame. Il faut la laisser se réveiller et il faut chercher l'anesthésie loco-régionale. D'accord. Donc, sulfate de magnésium, comme je l'ai dit tout à l'heure, produit magique, on ne l'utilise pas pour les prééclamptiques qui ne sont pas sévères. Il faut utiliser pour les prééclamptiques sévères et l'éclampsie. Deux indications, prééclampsie sévère et une éclampsie. De plus, il a un effet neuroprotecteur pour le nouveau-né. Pour le nouveau-né, oui, tout à fait. Effet neuroprotecteur chez le nouveau-né, vous donnez du magnésium à la dame, le nouveau-né il va naître hypotonique. Vous devez être en mesure de les intuber, de les ventiler plus que ceux que chez la maman n'a pas reçu. C'est vrai qu'à moyen terme, le pronostic neurologique est meilleur. Donc vous devez adapter les recherches à ce que vous pouvez faire.